invite à passer à la deuxième partie de cette table ronde, donc concernant les ruptures numériques, et voir quelles sont les implications de ces enrichissements aussi numériques dans une perspective plus européenne, justement dans la mesure où l'interprétation européenne du patrimoine représente un enjeu essentiel pour constituer et comprendre un itinéraire culturel. Donc nous sommes toujours avec les villes invisibles. Et je voudrais d'abord demander à Monsieur Philippe Denis Fay, donc, qui est le représentant du ministère de la Culture et de la Communication, chargé de mission au sein de la DEDAC SCPCI. Peut-être pourrez-vous préciser le sens de ces acronymes. Donc vous êtes au secrétariat général du ministère. Et pouvez-vous nous expliquer donc quelle est la stratégie déployée par le ministère pour les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe en France? Ah, si vous n'avez pas de micro, ça va être... Donc merci. Je rappelle que vous avez aussi 10 minutes. Enfin, nous sommes à peu près dans les temps pour le moment. Merci. Alors, je travaille en effet au ministère de la Culture et de la Communication, mais je ne suis pas le représentant du ministère de la Culture et de la Communication. Oui, mais enfin, quand même... C'est un problème par rapport au ministre et au discours politique. D'accord. Donc voilà, moi je suis un technicien, je suis un expert, et je ne représente pas le ministre ici. Donc bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Je voulais dire tout mon plaisir, j'avais travaillé ici avec deux objets qui sont ces itinéraires culturels du Conseil de l'Europe et puis le projet numérique qui a été financé à la fois par le ministère de la Culture et par le ministère et par la municipalité d'Enghien-les-Bains sur un projet de géolocalisation. Et dans ce cadre, je suis heureux, enfin non, malheureux, de vous prier d'excuser Sonia Sillard, qui aurait dû intervenir sur ce projet spécifique, mais qui est retenu pour un autre projet, qui est à Arromanches. Donc elle ne pouvait pas être... on a beaucoup de qualité au ministère de la Culture, mais on n'a pas le don d'ubiquité encore. Alors, je repars sur le patrimoine. Alors nous, on est dans un patrimoine beaucoup plus... Enfin, on travaille beaucoup, évidemment, sur le numérique, mais pour moi, le numérique, c'est un peu comme si j'étais 20 ans après la publication de la première Bible. Je pense que, voilà, ça y est, on est dans une culture. Et on est dans la constitution d'un autre patrimoine. Mais enfin, on a un patrimoine au ministère de la Culture, on a un patrimoine que l'on conserve, que l'on met en valeur au travers de différentes médiations. C'est un énorme travail et c'est un patrimoine qui est encore aujourd'hui très très physique. Dieu merci d'ailleurs. Je bascule sur une autre casquette, donc, qui est celle des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Donc là, je peux intervenir d'une manière un peu plus politique, dans la mesure où il y a un conseil de direction, il y a un bureau, et la France est représentée à ce bureau. Et donc, je suis le représentant de la France à ce bureau. Alors, les itinéraires culturels, c'est le Conseil de l'Europe. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Union européenne. On est dans une institution internationale comme l'ONU, l'UNESCO. On n'est pas dans une institution européenne. C'est une institution internationale. C'est le Conseil de l'Europe. Donc, le Conseil de l'Europe, c'était créé en 1949. Il ne faut pas l'oublier. Alors, il ne faudra jamais l'oublier parce que les itinéraires culturels doivent promouvoir cette idée européenne qui sont les facteurs de paix, les droits de l'homme, l'interculturalité, l'état de droit et le respect de la démocratie. Donc c'est des valeurs fortes qui ont été créées et tout le travail du Conseil de l'Europe va travailler autour de ces idées. Il y a eu une grande déclaration de Santiago, Michel Thomas-Penet était présent, qui a décidé de mettre en place ces itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Alors, il y a un principe, donc c'est relier des lieux qui correspondent à une idée, donc une idée européenne. Alors, les idées, on peut dire aussi que c'est des grandes masses de nature, donc c'est l'éducation, la culture et le dialogue entre les peuples. On va mettre en valeur et protéger des techniques,
des idées, de l'architecture. Donc là, on est dans un patrimoine bien installé. Des productions agricoles, aussi un patrimoine bien installé. Et artisanal, là, on commence à arriver dans le patrimoine immatériel, mais ça correspond quand même à des vrais gens, comme on dit chez nous au ministère de la Culture. De temps en temps, on dit « Ah, mais il faut qu'on travaille pour des vrais gens ». Et les paysages, où là, on est à nouveau plus dans de l'immatériel, puisque la notion de paysage, elle varie dans toutes les sociétés, elle varie dans l'histoire, elle est jamais la même. Alors, il y a un contenu qui est extrêmement précis pour être itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Alors, je parle sous le contrôle de Michel Thomas-Penat, parce que c'est lui qui a mis tout ça un peu en place. Donc, c'est d'abord une offre culturelle, hein, on est dans la culture, une offre culturelle et touristique. Alors là, on est un peu dans le tourisme, donc ça sent un peu différemment, mais la culture et le tourisme, c'est souvent très très proche. Et donc, cette offre culturelle et touristique, ou de tourisme culturel, valorise donc, je me répète un peu, mais il faut toujours le dire, dans les territoires européens, une idée européenne. En fait, on est toujours dans la constitution de l'idée européenne, dans les grandes valeurs mises en place en 1949 par les pères fondateurs. Alors, un truc un peu plus technique, cet itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, elle est sur au moins 3 pays. Il a fallu le définir. Plusieurs pays, ça ne pouvait être que 2. Donc, on a dit au moins 3. Voilà. Donc, c'est au moins 3 pays. Ce qui est assez intéressant parce que vous pouvez, par exemple, avoir un itinéraire autour du vin. Et en fait, on se rend compte que cet itinéraire autour du vin, il est plus supporté par la Suisse, l'Allemagne, que par la France. Parce que ben voilà, c'est l'Europe. On est toujours en France un peu ethnocentriste, hein, parce qu'on a un grand pays fort, et donc on pense toujours qu'il y a la France, et puis derrière l'arrière-cour qui est un peu l'Europe. Non, c'est pas toujours comme ça que ça se vit au quotidien. Donc un itinéraire sur 3 pays, une action importante de sensibilisation, médiation, et donc là on rejoint l'espace numérique, puisque aujourd'hui la médiation, comme l'écriture, comme l'impression, ça passe aussi par le numérique. Donc des supports numériques, des supports éventuellement physiques. Alors on est de plus en plus loin du support physique aujourd'hui. Et puis quelque chose qui est aussi un peu dans l'immatériel, qui sont les guides conférenciers, qui sont des vrais gens, qui font de la médiation auprès de vrais gens. Donc on ne passe pas par la machine. Et puis il y a quelque chose qui est nouveau, qui se développe de plus en plus, qui est le développement durable. Donc avec éventuellement des circuits lents, parce qu'on n'est pas forcément dans un circuit de marche, hein, il faut perdre ça, il ne faut pas y penser. Des actions de découverte de la vie quotidienne et régionale. Donc là, on passe tout à fait par le numérique à nouveau. Et puis des actions d'accueil importantes dans les lieux divers et variés le long de ces itinéraires. Alors, ces itinéraires, donc, au Conseil de l'Europe, il y a 47 pays. Il y a ce qu'on appelle un accord partiel élargi. Donc, dans le Conseil de l'Europe, vous avez des accords partiels élargis qui regroupent un certain nombre de pays sur des sujets très précis. Donc, il y a un accord partiel élargi qui est consacré aux itinéraires culturels européens. Et là, il y a 25 États membres qui participent. Alors, il y a des États membres qui ne sont pas du tout dans l'Europe. Par exemple, la Suisse, qui est un État membre nouveau et très actif, puisqu'elle est un peu au centre d'un certain nombre d'itinéraires. Il y a la Turquie va bientôt rentrer dans cet accord partiel élargi. Donc cet accord partiel élargi a un conseil de direction qui regroupe tous les représentants des États. Ce conseil de direction va octroyer ou accorder la mention itinéraire du Conseil de l'Europe. Alors, par exemple, l'itinéraire des villes thermales est un itinéraire du Conseil de l'Europe. Il fait partie des 29 itinéraires existants. Alors, ces itinéraires, on a tous dans l'idée qui se développent le long d'un chemin historique. Hein, c'est Saint-Jacques, c'est des choses comme ça. Et avec un parcours physique.
En fait, non. Il n'y a pas que des itinéraires qui se développent comme ça le long d'un parcours. Tout à l'heure, Michel Elmeric va vous présenter un itinéraire qui est un itinéraire important du Conseil des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, ICCE, comme on dit, plus vite dans l'acronyme, et qui n'est pas un itinéraire où on commence par un bout et on finit par l'autre. Donc, il donne lieu à des projets de coopération. Alors ça, c'est important parce que c'est très transversal, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dans ces itinéraires une coopération scientifique, une coopération au niveau de l'éducation. Encore une fois, on est dans l'idée européenne et on est dans l'éducation de la jeunesse. Et puis également, c'est quelque chose sur lequel on est très attentif, une pratique contemporaine, très contemporaine, de la culture et des arts sous toutes ses formes. Alors ces réseaux, chaque réseau doit être pris en charge par une structure indépendante. Alors en France, on a un boulevard qui sont les associations de la 1901. Dans d'autres pays, c'est un peu plus complexe, mais on arrive toujours à trouver quelque chose. Alors là, l'accord partiel élargi, j'ai un peu l'impression de faire un cours sur l'institution européenne, mais l'accord partiel élargi confie à un institut européen des itinéraires culturels la gestion de ces itinéraires culturels. Alors encore, je parle sous le regard attentif de Michel Thomas-Penet, si jamais je dis une bêtise, il va sauter de son fauteuil, du canapé. Qui donc a créé cet institut, et donc l'institut gère d'une manière tout à fait opérationnelle le suivi de ces différents itinéraires, et surtout, ça c'est une idée aussi un peu européenne qu'on trouve à la fois dans l'institution et également dans l'Union, qui est de contrôle et de vérification de la qualité du travail réalisé, sachant que les itinéraires doivent annuellement donner un programme de travail, donner un programme de médiation, donner un programme de réflexion culturelle, et s'il ne le fait pas, il perd sa mention. Donc je reprends rapidement ça tourne autour de personnages européens. Donc alors on a les voies Mozart par exemple, les chemins de pèlerinage, donc j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Le grand truc, c'est Saint-Jacques. Il y a aussi plusieurs projets sur l'influence monastique, puisque c'est une influence historique autour de l'organisation religieuse de l'époque médiévale. Également le patrimoine industriel. Alors il y a d'autres, on vous en parlera plus. Donc en France, il y a une fédération qui doit regrouper ces itinéraires culturels et qui doit s'assurer que pour les itinéraires qui traversent la France, il y a une gouvernance démocratique. Alors, donc on a notre loi de 1901 ou de 1902 quand on est en Alsace-Lorraine, mais le respect du fonctionnement de l'association permet d'avoir un fonctionnement démocratique avec un bureau élu, une définition de montant de cotisation, un budget prévisionnel, etc. Voilà, je vais clore pour l'instant cette intervention. Je vous en remercie et je suis pratiquement dans mes délais. Mais bon, nous sommes à peu près dans les temps. Peut-être avant de donner la parole à Michel Thomas-Penet, j'aimerais que nous entendions la lecture numéro 4 de la ville de Foedora, que l'on devait entendre tout à l'heure. Mais je pense que ça introduirait bien le propos. Au centre de Foedora, métropole de pierre grise, il y a un palais de métal avec une boule de verre dans chaque salle. Si on regarde dans ces boules, on y voit chaque fois une ville bleue qui est la maquette d'une autre Foedora. Ce sont les formes que la ville aurait pu prendre si, pour une raison ou une autre, elle n'était devenue telle qu'aujourd'hui nous la voyons. À chaque époque, il y eut quelqu'un pour, regardant Foedora comme elle était alors, imaginer comment en faire la ville idéale. Mais alors même qu'il en construisait en miniature la maquette, déjà Foedora n'était plus ce qu'elle était au début. Et ce qui avait été, jusqu'à la veille, l'un de ses avenirs possibles, n'était plus désormais qu'un jouet, dans une boule de verre. Foedora, à présent, avec ce palais des boules de verre,
possède son musée. Tous ses habitants le visitent. Chacun y choisit la ville qui répond à ses désirs. Il la contemple et imagine qu'il se mire dans l'étang des Méduses qui aurait dû recueillir les eaux du canal, qu'il parcourt perché dans un baldaquin l'allée réservée aux éléphants, qu'il glisse le long de la spirale du minaret en colimaçon qui ne trouva plus le terrain d'où il devait surgir. Sur la carte de ton empire, ô grand Khan, doivent trouver place aussi bien la grande Phoédora de pierre et les petites Phoédoras dans leurs boules de verre. Non parce qu'elles sont toutes également réelles, mais parce que toutes ne sont que présumées. L'une rassemble ce qui est accepté comme nécessaire alors qu'il ne l'est pas encore, les autres, ce qui est imaginé comme possible et l'instant d'après ne l'est plus. Donc, petit retour dans l'imaginaire d'Italo Calvino pour introduire l'entretien de Michel, enfin la présentation de Michel Thomas Pennett, qui est délégué général, comme vous le savez sans doute déjà, EHTTA, c'est-à-dire Association des villes thermales historiques européennes, si je traduis l'acronyme anglais, et ancien directeur de l'Institut européen des itinéraires culturels, puisque pour donner une nouvelle interprétation du contexte européen de ces itinéraires, qu'il connaît si bien pour les avoir accompagnés tous sur les fonds baptismaux, Michel Thomas Pennett a imaginé une fiction entre 4 personnages en quête d'auteur. Quelle est cette histoire? Alors, avant de raconter l'histoire, j'ai quelques images à présenter, donc j'imagine qu'elles sont sur un ordinateur et qu'on va pouvoir les voir. Pardon. Voilà, il fallait retrouver dans le cyberespace les images que je voulais vous présenter. En fait, l'idée des personnages en quête d'auteur est un élément important du travail fait dans le cadre de ce programme culture, projet source, aux sources de l'Europe. Mais je voulais auparavant peut-être revenir sur un certain nombre d'idées fortes qui mettent en contexte à la fois le projet lui-même et évidemment la manière d'aborder cette question de la vie de personnages dans les itinéraires culturels. Première idée de mise en contexte, nous vivons une Europe éclatée, une Europe conflictuelle, une Europe de messages brouillés, une Europe d'incertitude, voire de pays qui prétendent en sortir, d'autres qui ne voudraient pas y rentrer et qui y rentrent quand même, et de troisièmes qui voudraient bien y rentrer, mais auxquels on ne permet pas de rentrer. Et il est toujours utile, et c'est la vraie mission des itinéraires culturels depuis leur invention en 1984 et leur lancement en 1987, de développer un espace de narration à l'intérieur de l'Europe dans lequel les éléments d'histoire confrontés de différents points de vue, et de ce point de vue-là, le Conseil d'Europe a fait un très gros travail comparatif, et de sa mémoire récente, fondée sur un patrimoine diversifié, avec toutes les notions de patrimoine qui se
qui ont été présentés auparavant constituent le récit des pèlerins d'hier et du Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui, de ceux qui ont fréquenté les villes thermales hier et aujourd'hui, de ceux qui, constituant des monuments ici et là, ont porté la foi et ont propagé la foi à l'intérieur de l'Europe. Et c'est entre ce réel historique, cette recherche, des impressions fugitives que peuvent avoir des voyageurs et la dimension imaginaire qui apportent les créateurs que nous sommes dans le premier contexte. Le deuxième contexte, et je suis entouré de deux spécialistes, donc je n'évoquerai qu'un nom ici, celui de Michel Serres, c'est l'idée évidemment que la plus grande partie de notre public, mais surtout ceux que nous préparons à une Europe de demain, qui vont la construire, ont changé de monde, ne sont plus dans le même monde, ne sont plus dans les mêmes réalités, utilisent très naturellement des outils que nous avons appris à utiliser, et comme il le dit, ils n'habitent plus la même terre, et ils ont aussi peut-être oublié la partie géorgique du travail pour aller vers la partie arcadienne des loisirs. Ils ont une vision plus ludique au travers de ces outils du monde qu'ils embrassent entièrement. Petite image au passage, voilà un peu comment Shakespeare aurait pu écrire à son époque les rapports difficiles, comme le dit Roméo, les rapports difficiles qu'il approuve bien parce que Juliette est dans une relation un peu conflictuelle avec sa famille. Dans cette mise en contexte, mais ça c'est Juliette Jeanne qui en parlera plus précisément, il y a bien sûr la dimension européenne. Interpréter un patrimoine en termes européens n'est pas du tout une évidence parce qu'on est tous centrés quelque part. Se décentrer et donc par conséquent prendre le point de vue de l'italien pour regarder la France, de l'allemand pour regarder la Pologne, ce sont des éléments importants que nous devons apporter à nos visiteurs, qui font partie du rapport que l'on entretient entre visiteurs et visités. La vision européenne de l'histoire n'est pas naturelle et le travail qu'a fait le Conseil d'Europe, en particulier en 99, 2000, 2001, lors de la campagne L'Europe, un patrimoine commun, a abouti à un certain nombre de réflexions, voire de conventions, et la convention cadre de Faro est certainement une des conséquences de toute cette réflexion, établissant au centre, ce que vous avez dit tout à l'heure, le patrimoine, c'est d'abord le rapport au patrimoine et le dialogue qu'on a avec le patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'un itinéraire culturel ? Philippe Denifé vient de nous le dire, dans le cadre du règlement, mais c'est un voyage, parce que les pères fondateurs de ce programme ont voulu que les Européens rencontrent les Européens dans leur temps de loisirs et se comprennent par ce biais. C'est donc une rencontre avec l'autre, avec d'autres cultures. C'est l'enrichissement d'une citoyenneté commune européenne. Mais un itinéraire culturel, si ça peut être un produit touristique, et ça l'est, c'est un médium, c'est-à-dire un moyen de parcourir et un moyen de se déplacer, un moyen d'imaginer et un moyen de transmission, au sens où Régis Debray utiliserait effectivement la médiologie comme cette rencontre entre le déplacement et la communication au sens d'une transmission d'un message. Et par conséquent, c'est une narration, et c'est un espace dans lequel la narration se met en place grâce à un certain nombre d'éléments séparés, qui sont autant d'éléments de patrimoine, dans lequel nous sommes aujourd'hui à l'intérieur de ce centre, mais de patrimoine plus immatériel, c'est-à-dire peut-être de fantômes qui sont autour de nous dans l'air et qui ont fréquenté la ville d'Enghien à certaines époques. Message et parcours, c'est un objet patrimonial complexe qu'il faut décrire, mais cette description est en elle-même une narration. Alors évidemment un paysage culturel, au sens où Philippe Denifé nous le disait tout à l'heure, un ensemble de sites reliés entre eux avec une thématique, un ensemble de personnes et de personnages, c'est-à-dire de personnes physiques, de personnes historiques, mais aussi d'identités imaginaires des romanciers, par exemple, un ensemble de coutumes, un ensemble de modes de vie, un ensemble d'œuvres artistiques, artisanales et autres, mais aussi toutes les actualités contemporaines qui passent, parce qu'un voyageur, quand il arrive dans une ville où il vient d'y avoir des élections, où il y a eu des inondations, où il y a eu un tremblement de terre, où il y a eu un événement majeur, l'intègre évidemment dans sa visite. L'actualité en fait
partie et les médias se chargent à l'heure actuelle, au travers des téléphones que nous avons et des communications entre les voyageurs, d'informer sur cet élément d'actualité. Ce sont des services, là je parle aux offices de tourisme et aux responsables de produits et de management touristique. Donc une topographie sur la carte de l'Europe, si on parle d'itinéraires culturels, dans lesquels il y a des interrelations stylistiques, et là je vais passer vite parce que je suis devant des spécialistes des villes thermales ou des spécialistes du patrimoine même de ces villes thermales. Quand on confronte des images, on ne sait pas forcément pourquoi, où est Châtel-Guyon, où est Budapest et où est Vichy. Il y a des influences de style, il y a des croisements, il y a des néo-styles, il y a des influences croisées, et tout ça aboutit également à des rencontres improbables de personnages. J'aime bien faire se rencontrer dans cette ville thermale tchèque 3 personnages qui y ont été, pas forcément au même moment, mais qui ont compté dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire géopolitique, Sissi, impératrice d'Autriche-Hongrie ou de Hongrie-Autriche, et puis Sigmund Freud, et puis Karl Marx, qui ont fréquenté tous les 3 cette ville très régulièrement. C'est aussi l'imaginaire cinématographique, évidemment, de ces personnages, au travers de films qui portent peut-être le nom de station thermale, mais n'ont jamais été tournés, comme l'année dernière à Marienbad, dans une station thermale, ou de personnages que nous retrouverons, au fond, en 2015, à Bath, autour du Festival de littérature, où Jane Austen est évidemment un écrivain particulièrement important. Ce sont aussi des voyages au long cours. Et si on parle de Vichy, on ne peut pas oublier que le prince des reporters, comme dit la bande dessinée, celui qui a donné son nom à un grand prix du reportage, Albert Londres, est né à Vichy. Alors au milieu de tous ces messages qui nous viennent de partout, comment nous réagissons en tant que touristes, en tant que visiteurs, avec des contenus utilitaires dont nous avons besoin, avec des contenus communautaires qui deviennent de plus en plus importants, et avec aussi la dimension ludique que vous avez tous les deux soulignée, qui est elle-même de plus en plus importante, où le média, le transmédia, le web documentaire, où l'on peut intervenir, vous en verrez des exemples, est devenu un élément tout à fait fondamental. Voilà un exemple d'une série de films doublé d'un jeu de découverte, retrouvé sur la carte de l'Europe des tableaux volés, où l'on peut soi-même intégrer des œuvres d'art. C'était proposé par la chaîne Arte à la rentrée l'année dernière. L'ensemble des 6 tableaux volés en Europe se retrouvant le même jour, le 27 septembre, ou le 28 septembre même très exactement, devant le Parlement européen à Bruxelles, pour bien indiquer effectivement cette dimension européenne importante dans ce jeu et dans ce film coproduit avec un certain nombre de chaînes de télévision, surtout du nord de l'Europe et Arte. C'est aussi en partant du travail fait à Spa, par exemple, sur le livre d'or, l'ensemble anachronique des personnages qui ont fréquenté la station, où Casanova se retrouve à côté de Descartes et d'autres personnages, mais c'est aussi le monde virtuel de Google qui nous présente aujourd'hui non seulement ces rues, qui renouvelle régulièrement ses cartes, mais qui capture au passage un certain nombre de scènes, de personnages un peu fantomatiques, sur lesquels un artiste américain a travaillé en réimprimant ces silhouettes et en les collant sur le mur, là exactement où ils étaient photographiés par les voitures de Google. C'est bien sûr arriver à une recherche de personnages capables de parcourir l'espace et de parcourir l'Europe, c'est-à-dire de travailler sur le passage du temps du passé jusqu'au futur, donc d'utiliser des souvenirs du futur pour un roman interactif, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. Mais pour avoir un aperçu, nous avons la lecture numéro 5, donc dialogue entre 2 personnages, Charles-Joseph et Clara. À partir de maintenant, ce sera moi qui décrirai les villes, et toi, tu vérifieras si elles existent et si elles sont bien telles que je les aurais pensées. Je commencerai mes questions par une ville en gradin, exposée au sirocco, sur un golfe,
en demi-lune. Je dirai maintenant quelques-unes des merveilles qu'elle contient. Un bassin en verre, haut comme un dôme, pour y suivre la nage et le vol des poissons volants et en tirer des augures. Un palmier dont les feuilles jouent de la harpe dans le vent. Une place, avec tout autour une table de marbre en fer à cheval, avec la nappe en marbre elle aussi, couverte de nourritures et de boissons en marbre. Il en est des villes comme des rêves. Tout ce qui est imaginable peut être rêvé, mais le rêve le plus surprenant est un rébut qui dissimule un désir ou une peur, son contraire. Les villes, comme les rêves, sont faites de désirs et de peurs. Même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses, et toute chose en cache une autre. Ces documents sollicitent et intéressent visiblement les internautes qui nous écoutent en streaming, puisqu'ils demandent s'il est possible de les obtenir d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais ce qu'il faut leur répondre. Sont-ils disponibles, Michel? Oui. Donc, oui, ces documents seront disponibles. Donc, dernière intervenante de cette table ronde, Juliette Jeanne, qui représente l'association Graines d'Europe, pour parler donc toujours de ce contexte européen, qui est chargé de projets patrimoine et qui a construit un projet qui s'appelle Ma ville en Europe, ou l'Europe près de chez moi. Alors c'est une sorte de réseau que vous avez créé entre 4 villes européennes, c'est cela? Alors, oui, alors j'affiche juste le diaporama, voilà. Eh bien, oui, tout à fait. Je voudrais d'abord commencer mon intervention en remerciant Michel Thomas-Pennette de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup à présenter donc, cette initiative My Open City, qui est un projet et qui est aujourd'hui devenu un réseau. En fait, My Open City, c'est quoi? C'est un réseau de partenaires européens donc, qui représentent des territoires. La plupart du temps, ce sont des villes, d'où My Open City, qui ont développé ou qui souhaitent développer sur leur territoire des parcours européens. Donc là, on parle vraiment d'interprétation européenne du patrimoine. Donc, en fait, on a commencé ce travail de réflexion à Graines d'Europe, puisque je fais partie de l'association Graines d'Europe, qui est coordinateur de ce projet. On est parti d'une réflexion, il y a déjà 7-8 ans, autour du constat que les citoyens d'Europe n'avaient pas suffisamment conscience qu'ils vivaient sur un territoire européen, donc de la dimension européenne de leur territoire. Ça se traduit notamment par le peu de participation aux élections et vraiment le peu de prise de conscience qu'on est des citoyens européens et qu'on vit par conséquent sur un territoire européen. Alors c'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place des parcours. On a commencé d'abord à Nantes, qui valorise la dimension européenne à travers l'histoire, l'architecture, le patrimoine. Et puis ces parcours, on les a développés dans d'autres villes avec de très nombreux partenaires locaux, des offices de tourisme, des associations Europe, des guides, des historiens, des conférenciers, enfin des universitaires. Et on a développé des parcours dans d'autres villes de la région Pays de la Loire, ensuite dans d'autres villes de France, et enfin en 2010-2011 en Europe, grâce au programme L'Europe pour les citoyens, puisque c'est un projet d'abord citoyenneté qui utilise le patrimoine comme vecteur de sensibilisation à la citoyenneté européenne. Donc je continue en fait sur ce réseau, My Open City, en fait composé aussi d'un comité d'experts, et chaque partenaire met en place des parcours qui valorisent les éléments européens d'un territoire. Et enfin, on travaille aussi sur la manière dont on peut faire des liens entre les éléments européens des territoires. Donc, je vous montrerai ça à la fin de ma présentation via le site internet de My Open City, où vous trouverez des visites virtuelles qui font des ponts entre les différents éléments européens qu'on a entre Nantes, Stettin, Sibiu, Padoue, qui sont les villes partenaires de My Open City en Europe.
Donc voilà un petit historique en fait rapidement des villes Pays de la Loire hein, avec lesquelles on a travaillé, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Angers, et puis Laval. Pardon, je continue. J'arrive à avancer. Alors les objectifs du réseau, hein, c'est toujours valoriser le patrimoine européen des territoires, acquérir des clés de lecture sur les liens qui unissent un territoire à l'Europe, étudier les moyens de transmission de la dimension européenne des territoires au grand public. Hein, c'est très important, cette médiation. Comment on peut présenter ces parcours européens, parce que quand on fait une visite guidée, par exemple, ça peut se traduire sous format visite guidée, d'un parcours européen dans une ville, on ne le fait pas comme si on faisait une visite classique historique de la ville. Et puis, le réseau permet aussi d'échanger des bonnes pratiques entre partenaires pour mieux valoriser le patrimoine européen des villes. Et puis aussi, ça permet de travailler sur des publics spécifiques. Et on peut aussi ça permet de créer une attractivité européenne des territoires. Montre une image vraiment fortement européenne. Et enfin, ça permet aux citoyens de se découvrir lui-même européen et donc de le sensibiliser à sa propre citoyenneté européenne. Donc voilà une carte avec des partenaires du réseau My Open City, donc ceux qui ont déjà créé des parcours européens et ceux qui souhaitent en créer, puisque tous les partenaires, vous voyez là, n'ont pas encore créé de parcours européen. Voilà, partenaires directs. Ceux qui nous accompagnent également. Le site internet de My Open City, j'y reviendrai tout à l'heure pour vous présenter ces fameuses visites virtuelles. Alors, comment est-ce qu'on valorise en fait le patrimoine européen sur ces territoires? En fait, comme le disait Michel tout à l'heure, avec les partenaires de My Open City, on a dégagé différentes thématiques qui permettent de replacer les territoires dans un contexte européen et donc au cœur d'une civilisation européenne, avec des personnages et familles célèbres en Europe ayant marqué un territoire, les styles architecturaux, les grands courants artistiques, les paysages urbains, l'urbanisme, fortifications, ponts, bâtiments communaux, châteaux, parcs, des grands événements culturels et artistiques européens sur le territoire, des personnages ayant adhéré à des courants philosophiques, religieux ou scientifiques, les échanges universitaires intra-européens, le fameux programme Erasmus par exemple, et puis aussi cette dimension européenne se traduit à travers l'actualité, donc l'actualité aussi économique, notamment via des entreprises qui ont une dimension européenne parce qu'elles travaillent avec des partenaires en Europe ou des entreprises européennes qui ont choisi de s'implanter sur le territoire. On a aussi comme thème des événements géopolitiques, la coopération, la science et les facteurs naturels et sociaux. Alors, pour illustrer un petit peu, voilà, on a quelques exemples ici, donc des styles architecturaux. Hein, ici, vous voyez très bien style néoclassique du théâtre de l'Odéon. Là, on a en bas le parc de Procès à Nantes, Hyde Park à Londres, pour montrer les jardins à l'anglaise. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on a des spécialistes dans la salle. Les grandes routes commerciales en Europe, ici l'exemple de la Ligue des villes hanséatiques. Les grands courants artistiques, j'en ai déjà parlé, mais aussi la révolution industrielle qui a sensiblement transformé l'Europe. Là, par exemple, on a l'exemple du Crystal Palace, prouesse technique reprise à travers l'Europe en 1851, donc ce style qui s'est développé en Europe avec l'exemple du pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, un élément des anciennes halles de Paris, et puis je reprends l'exemple nantais, on connaît bien Nantes, la serre tropicale du Jardin des Plantes de Nantes. Voilà, dont je parlais d'Erasmus tout à l'heure, justement, ce personnage célèbre dont le nom a inspiré le programme Erasmus. J'en passe aussi, des personnages liés à la construction européenne, l'exemple d'Aristide Briand, on est fiers ici à Nantes d'avoir Aristide Briand qui a participé à la construction européenne. Voilà. Et puis, je vous parlais justement de l'actualité européenne, l'actualité économique. L'Europe est vraiment partout dans notre quotidien, notamment par exemple dans les transports en commun,
Là, c'est un exemple de tram nantais dont les wagons sont de marque allemande. Voilà. Donc voilà, l'Europe aujourd'hui, c'est l'actualité culturelle européenne, des associations Europe, des centres culturels de pays européens, des festivals, comités de jumelage, CUD, et des entreprises. Là, ce sont des entreprises nantaises, par exemple. Donc, enfin, des entreprises qui ont vraiment une dimension internationale aussi. Hein. Voilà, juste un exemple, hein, on peut réaliser un petit synopsis pour créer des parcours européens en reprenant ces grandes thématiques, et puis on peut trouver justement des exemples pour illustrer ces grandes thématiques sur le territoire. Alors la médiation, comment on arrive à transmettre ces contenus européens au public, au grand public? En fait, il faut réussir à montrer au public comment ces liens historiques nous aident à mieux comprendre les développements locaux du territoire aujourd'hui. C'est-à-dire comment ces influences européennes ont justement contribué au fait que la ville est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ici, par exemple, on a à Nantes des mascarons sur des façades. Là, on a par exemple le dieu Neptune, hein, référence mythologique européenne partagée. À Stettin, la porte Królewska avec l'aigle prussien, qui représente bien l'appartenance de Stettin à différents États au fil des siècles. Stettin, c'est une ville frontalière qui a changé en fait de gouvernement assez souvent, enfin changé de nationalité. Et puis à Sibiu, par exemple, le gymnasium Samuel von Brückenthal, qui pratique un enseignement en allemand, qui montre bien encore aujourd'hui combien Sibiu est encore une ville très germanique. Hein. Sibiu, qui s'appelle aussi Hermannstadt. Michel connaît très bien. Je vais devoir vous demander de vous préciser. Alors j'abrège. Donc voilà, ça se traduit, ces parcours européens, sous différents formats. Donc je passe ces formats, des brochures, hein, des jeux de pistes, et puis des visites virtuelles. Donc là, je voudrais vraiment vous parler m'arrêter quelques instants, s'il me reste un tout petit peu de temps, sur les visites virtuelles, puisque nous, on a utilisé cet outil pour valoriser le pont qu'on peut faire entre ces différents éléments européens, entre les territoires. Alors, je clique dessus et j'espère qu'il y a une connexion Internet pour qu'on puisse... Oui. Là, lancer. Voilà, donc ça, je vous montre une visite virtuelle qui est en train de se charger. Voilà. En fait, avec les partenaires, on a chacun créé donc des parcours européens sur les 4 villes, Nantes, Sibiu, Stettin et Padoue en Italie. Je vais montrer en plus grand. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'on avait des éléments qu'on pouvait mettre en commun. Par exemple, ici, on a une place à Nantes qui s'appelle la place de la Petite Hollande, que vous voyez ici sur ce panoramique. Et en fait, elle se nomme ainsi parce que Nantes était un port assez célèbre et très, enfin un grand port, surtout au début du XVIIIe siècle. Et beaucoup d'armateurs hollandais se sont installés à Nantes, y ont prospéré. On a notamment un bâtiment ici qui est l'hôtel d'Herbroek, juste ici. Voilà. Je clique dessus justement. Qui a été bâti par une riche famille hollandaise, les Derbroek. En cliquant sur la fenêtre pop-up, ici on a un petit point, et en cliquant dessus, hop, on arrive à Stettin. En fait, à Stettin, sur le panoramique que vous avez ici, vous avez également des Hollandais qui se sont installés à Stettin et qui ont prospéré dans le commerce. Voilà. Ici, vous avez l'hôtel Velthusen, qui était un marchand de vin qui s'est installé à Stettin. Donc voilà, ça c'est des exemples de ponts, de liens qu'on peut faire entre ces panoramiques. On passe de Nantes à Stettin via ces éléments de patrimoine commun qui, là, en fait, en l'occurrence, c'est simplement les grandes routes commerciales qui ont permis à ces armateurs hollandais de venir s'implanter à Nantes et à Stettin et de prospérer.
On fait des ponts aussi sur d'autres thématiques. Je voulais vous les montrer, mais bon, là, je ne vais pas avoir le temps. Je suis désolée, là, il va falloir interrompre. Donc, juste pour terminer, voilà, on parle aussi notamment de l'édit de Nantes, qui a une influence aussi sur Stettin, du commerce fluvial et maritime, avec les ports de Nantes. Vous avez panoramique du port de Nantes, de Stettin, et du commerce fluvial aussi, avec les porte contarini à Padoue. Et puis d'autres personnages célèbres comme Saint Jean Népomucène, entre l'université de Padoue et la ville de Stettin. Et puis on a un autre exemple avec la culture juive en Europe, avec des ponts entre les panoramiques de la synagogue de Sibiu, la place Tobruki à Stettin, où il y avait à l'époque une synagogue, et puis le ghetto de Padoue, le panoramique du ghetto de Padoue. Voilà. Bon, bien, ce sont des perspectives européennes tout à fait passionnantes. Eh bien, nous allons clore cette première table ronde.